De retour sur France 3 Paris, Île-de-France. Merci de rester avec nous pour la suite et la dernière partie de cette grande soirée spéciale législative. À 7 heures, les choses commencent évidemment à se clarifier. Carla, un point sur les résultats dont on dispose déjà. Et on continue donc avec des résultats en Seine-et-Marne. Dans la 8e circonscription, ce sera donc une triangulaire. C'est l'écologiste Arnaud Bonnet qui arrive en tête avec 36,3% des voix. Il précède le député sortant Adrien Gomy, Renaissance, 33% des suffrages. Et la candidate du Rassemblement national, Manon Mourgère, arrive en 3e position avec 28% des voix. Dans la 10e circonscription, toujours en Seine-et-Marne, 2 candidats en ballottage. Le député sortant Maxime Lenné arrive en tête de la France Insoumise avec 43,9% des voix. Et il sera en duel donc avec Priscilla Brac du Rassemblement national, 22,6% des suffrages. Un autre duel dans la 7e circonscription. Agnès Laffitte du Rassemblement national arrive en tête avec 35,7% des voix. La députée sortante Ercilia Soudet de la France insoumise obtient 32,8% des voix. Merci Carla, vous nous faites signe évidemment lorsque vous avez de nouveaux résultats. Il y a quelques instants, pendant la courte pause que nous avons observée, le Premier ministre Gabriel Attal a pris la parole depuis Matignon. Il a donné ses consignes de vote pour le second tour, on l'écoute. Dans plusieurs centaines de circonscriptions, nos candidats Ensemble pour la République seront présents au second tour et constitueront donc le meilleur choix pour éviter que le Rassemblement national ne dispose d'une majorité absolue. Dans d'autres circonscriptions, et je l'assume car nous avons fait ce choix dès le premier tour dans plus de 60 d'entre elles, cela passera par le désistement de nos candidats, dont le maintien en 3e position aurait fait élire un député Rassemblement national face à un autre candidat qui défend comme nous les valeurs de la République. Alors, ces résultats, ces consignes de vote, on va les commenter avec nos nouveaux invités, William. Pour la France Insoumise et le nouveau Front Populaire, Danielle Obodo, députée sortante et de nouveau candidate à Paris. Bonsoir. Bonsoir. Pour Renaissance, Xavier Iacovelli, sénateur des Hauts-de-Seine. Bonsoir à vous. Bonsoir. Pierre Bédier, le président du département des Yvelines, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez quitté les Républicains après l'accord conclu par Éric Ciotti avec le Rassemblement national. Philippe Fontana, vous aussi, vous venez de LR, mais au contraire, grâce à cet accord, vous êtes soutenu par le Rassemblement national en Seine-et-Marne. Bonsoir. Et ma première question est pour vous. Finalement, vous êtes candidat dans une circonscription un peu emblématique de l'enjeu du deuxième tour. Vous êtes en tête en Seine-et-Marne face à Franck Riester, environ 10 points d'avance. Et ce sont des électeurs de gauche qui vont arbitrer le deuxième tour. C'est emblématique. Bon, on verra, on n'en est pas là. Il faut savoir si la triangulaire est maintenue ou pas. En tout cas, d'abord, je voudrais remercier mes électeurs qui m'ont placé largement en tête. Ça ne m'étonne pas parce que j'ai vu pendant mes 15 jours de campagne un ressentiment très fort envers l'actuelle majorité lié à une colère sourde. J'incarne l'espoir du changement dans cette 5e circonscription. Changement au niveau du pouvoir d'achat. Les gens n'en peuvent plus. Je ne souhaitais pas qu'on parle uniquement de votre circonscription, mais je la trouvais un petit peu emblématique de ce qui se passe ce soir. Alors vous avez raison, elle est totalement emblématique. Est-ce que les accords d'appareil vont-ils parvenir à voler la victoire du peuple dans cette circonscription? C'est très clair, je suis largement en tête, j'incarne le changement, j'incarne la possibilité d'un gouvernement d'union nationale emmené par Jordan Bardella pour changer les choses. Est-ce qu'il va y avoir un accord d'appareil pour me faire barrage? Madame Obono, pour la France Insoumise, est-ce qu'il va y avoir un accord d'appareil pour faire barrage au Rassemblement national? Pour notre part, ce n'est pas un accord d'appareil. Faire barrage au Rassemblement national et l'extrême droite, ça fait partie de notre identité politique parce que nous dénonçons et nous combattons tout ce que porte ce parti et ces mouvements d'extrême droite en matière antisociale, en matière anti-écologique, en matière antidémocratique. Vous vous réjouissez de la prise de position de Gabriel Attal? Et donc, nous n'avons aucune ambiguïté, hésitation à dire, comme nous l'avons annoncé très tôt, qu'à chaque fois qu'un candidat ou une candidate du Rassemblement national sera en tête et que nous serons en 3e position, nous retirons cette candidature. Et nous pensons que c'est ce qu'il faut faire quand on est républicain, quand on est
démocrates, écologistes et insoumis et insoumises. Et nous pensons que ce qui est en jeu aujourd'hui, au-delà des étiquettes, c'est l'identité même de ce pays. Quand, pendant plusieurs semaines, vous avez entendu les menaces à l'encontre de nos concitoyens et concitoyennes ayant la double nationalité, pointant du doigt ceux qui seraient des vrais Français, qu'on considérait, et ceux qui ne le seraient pas, déjà le poison de la division a été instillé, et il y a énormément de gens qui ont peur. Pendant la campagne, beaucoup de gens sont venus me voir en me disant « Moi, je ne sais pas ce que je vais faire. » Mes parents m'appellent en disant « Si le Rassemblement national passe, il faut que tu partes de ce pays qui est le tien pourtant. » Et donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, pour nous, il n'y a pas d'hésitation. Et nous rappelons à tous qu'il faut se mobiliser. Il y a eu une mobilisation extrêmement importante et elle est à saluer, et qu'il faut encore plus se mobiliser parce qu'effectivement, il va y avoir des choix très clairs de savoir dans quelle France voulons-nous vivre le 8 juillet prochain. Et moi, je pense que nous pouvons vivre dans une France dont on peut être fier, et dans ce cas, il faut battre le Rassemblement national. Alors, je vous interromps une petite seconde, mais ça va vous intéresser, Daniel Obono. Alexis Corbière, à l'instant sur LCI, parce qu'on surveille aussi ce qui se passe chez nos confrères, annonce qu'il sera au second tour. On rappelle qu'il avait été élu dès le premier tour en 2022 avec 63% des voix. Xavier Iacovelli, parfois, c'est votre candidat qui va se retrouver en troisième position. Gabriel Attal a été très clair, il le fallait. Oui, je pense qu'il le fallait. Déjà, moi, je tiens à saluer les Français qui se sont massivement déplacés pour ces élections, et je pense qu'ils ont compris les enjeux de cette élection. Et je pense qu'une partie d'entre eux, et ils sont nombreux, n'avaient pas forcément encore anticipé le fait que le Rassemblement national pouvait avoir cette majorité absolue. Et je pense que c'est l'enjeu du second tour, maintenant. L'enjeu du second tour, c'est de faire en sorte que tous ceux qui sont dans l'arc républicain, tous ceux qui ne veulent pas que notre pays soit dirigé par l'extrême droite, ce qui serait une première depuis la Seconde Guerre mondiale, nous puissions nous rassembler, en tout cas pour faire barrage au Rassemblement national. Et donc, c'est vrai que l'enjeu du second tour, ce n'est pas un plan de carrière, c'est avant tout défendre la République, défendre nos valeurs. Et il y a des personnalités de droite, des personnalités de gauche qui ont les mêmes valeurs que celles que nous défendons dans le camp présidentiel. Dans le camp présidentiel, justement, certains responsables disent qu'ils feraient une exception par rapport à la position de certains candidats LFI qui sont pour eux infréquentables. Mais il n'est pas question de maintenir le candidat. Il est question ensuite de savoir si on appelle ou pas à voter pour le candidat. Donc de toute façon, désistement, quel que soit à partir du moment où on n'est pas en capacité de gagner, il y a un principe de responsabilité. Et effectivement, le Premier ministre a été très clair, nous retirons nos candidats face à la menace du Rassemblement national. Après, effectivement, moi je ne peux pas blâmer un certain nombre de candidats et un certain nombre d'électeurs qui ne veulent pas voter pour un certain nombre de candidats insoumis, qui ont eu des propos abjects, des propos antisémites, des propos qui n'étaient pas à la hauteur d'un candidat républicain dans le sens noble du terme. Et donc, oui, moi, je ne peux pas blâmer aussi ces électeurs-là. Et donc, le fait que nous appelions à faire barrage au Rassemblement national, à faire en sorte que Jordan Bardella ne soit pas le Premier ministre dimanche prochain, oui, c'est un enjeu, et je l'assume complètement. Ce n'est pas un rassemblement d'appareils, ni un rassemblement sur un projet. C'est avant tout faire en sorte de protéger la République et que nous n'ayons pas Jordan Bardella en tant que Premier ministre. Pierre Bédier, votre regard sur la situation nationale déjà ce soir et ces appels au désistement venus de part et d'autre? D'abord, ça ne vous aura pas échappé, moi je n'appartiens plus à aucun parti politique, donc j'observe ça. Depuis 15 jours. Oui, c'est déjà pas mal. Il y en a qui ont mis plus de temps. Donc j'observe ça avec malice peut-être. Ma première remarque, c'est que personne ne dira aux Français ce qu'ils ont à faire. Et il faut attendre cette nouvelle campagne électorale qui commence pour voir ce que seront les dynamiques en jeu. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que ce soir, c'est un échec sanglant pour le président de la République. Et j'ai envie de dire à ceux qui sont tentés par le vote extrémiste de droite, au-delà du problème des valeurs, dont je comprends bien que la colère que les électeurs du Rassemblement national portent fait qu'ils n'entendent plus ces discours. Je veux juste leur dire une chose. On a choisi il y a 7 ans le plus jeune, vous voyez le résultat. Donc je pense que reprendre le plus jeune et donc... C'est une question d'âge, vous pensez vraiment? Pardon? C'est une question d'âge? Je pense que c'est une question d'expérience et malheureusement, à mon âge, je sais que l'âge et l'expérience vont ensemble. Donc après une présidence catastrophique, ne nous lançons pas dans une expérience tout aussi catastrophique avec des gens totalement inexpérimentés. La France n'a pas les moyens de cette aventure.
Alors, on ira dans un instant, Pierre Bédier, du côté des Yvelines. Mais d'abord, on va faire un petit détour par les Hauts-de-Seine, du côté de Neuilly, l'ancien fief de Nicolas Sarkozy. Retrouver Julie Jacquard. Julie, on parlait tout à l'heure de la guerre du centre et de la droite dans cette circonscription. Est-ce que vous avez... est-ce qu'on y voit un petit peu plus clair, si je puis dire ? Et oui, Marlène, et malgré 5 candidats de droite allant du centre à l'extrême droite dans cette circonscription, cela n'a pas empêché la députée sortante Constance Le Grip d'arriver en tête selon les premiers résultats provisoires. Avec dans plus de la moitié des bureaux de vote, elle aurait obtenu 46,03% des voix. En deuxième position, ce serait Geoffroy Didier, le candidat LR, qui aurait 18,71% des suffrages. Troisième position, Alexis Pani, le candidat de l'Alliance LR-RN, qui a décroché 17,25% des voix. Et enfin, en quatrième position, c'est Sia Mucianizi du Nouveau Front Populaire, qui, elle, arrive avec 13,79% des voix. Jean Messia, le candidat de Reconquête, est loin derrière avec 3,67% des voix. Il reste à savoir donc si on s'oriente vers une quadrangulaire, si tous les 4 premiers candidats se maintiennent. Merci Julie. On va maintenant rejoindre Cécile Claveau du côté de Fontainebleau, où cette fois on en est sûr, il y aura une triangulaire. Vous êtes, je crois, Cécile, avec la candidate du Rassemblement national qui a viré en tête de ce premier tour. Oui, Marlène, exactement. Je suis aux côtés d'Ivanka Dimitrova, candidate du Rassemblement national, qui arrive dans cette deuxième circonscription de Seine-et-Marne en tête avec un peu plus de 35% des voix. Bonsoir. Bonsoir. Quelle est votre réaction dès ce soir ? Ma première réaction, c'est une réaction de satisfaction. J'ai la double satisfaction de voir que les électeurs français ont pris conscience du besoin vital que notre pays a d'une alternance dans la politique. Et le deuxième volet de ma satisfaction est que nous arrivons à convaincre de plus en plus de Français au niveau national que nos idées sont les seules qui puissent les aider à retrouver une France forte, unie et connue telle qu'elle a toujours été connue dans le monde. Comment vous envisagez le deuxième tour ? Je vais travailler avec mes équipes, avec mon suppléant David, de la même façon que nous avons travaillé pour le premier tour, aller à la rencontre des gens, expliquer quelles sont nos idées, quel est notre programme pour les appliquer. J'ai un souhait. Mon souhait est que les Français puissent s'exprimer librement pendant le deuxième tour, qu'ils ne soient pas obligés de prendre un parti ou un autre parti juste pour se mettre contre le troisième parti. J'aimerais bien qu'ils soient satisfaits dans leurs propres besoins à eux, ce dont je peux prendre la responsabilité. Merci beaucoup, Ivanka Dimitrova. Merci Cécile Claveau. Finalement, Madame Dimitrova, elle est un peu dans la même situation que vous. Elle affronte un ministre. Elle est en ballotage favorable et ce sont des électeurs de gauche qui vont faire la différence sans doute dimanche prochain. Comment vous allez leur parler à ces électeurs de gauche cette semaine sur le terrain en campagne ? Et déjà, j'entends le trouble exprimé par Madame Obono, qui n'utilise que des mots valises tels que la défense de la République. Et c'est vrai que comment expliquer à ces électeurs que je suis en face d'un ministre qui, à l'époque, était le ministre des Relations avec le Parlement et qui a tout mis en œuvre pour faire passer la réforme des retraites, qui, je le rappelle, est une catastrophe pour les travailleurs qui, d'ailleurs, comme moi, ont commencé très jeunes sur le marché du travail et les mères de famille. Non, oui. Je ne retiens pas mes arguments de terrain. Les choses sont claires. Jordan Bardella parlait de 66 ans à la retraite. Attendez, les choses sont très claires. Que vous soyez clair aussi. La majorité actuelle ne veut surtout pas du changement. Ils feront tout pour barrer la route à Jordan Bardella. Ils feront tout pour que nos réformes en matière d'immigration, que nos réformes pour rétablir la sécurité, qui est la première des libertés, et que nos réformes pour permettre aux Français de disposer plus de pouvoir d'achat ne soient jamais appliquées. C'est front contre front. Ils n'oseront pas
Ils oseront tout, justement. Ils viendront chercher le réservoir de vote chez les insoumis. Dans ma circonscription, c'est un insoumis qui est 3e. Et il est vrai que je ne sais pas comment ils vont se dépatouiller en donnant des brevets de démocratie, des brevets de républicanisme à des gens qui soutiennent les groupes terroristes du Hamas. Je vois qu'il va y avoir des apparentements comme sous la 4e République, tout ça pour éviter le fait national. Moi qui suis un gaulliste, j'appelle tous mes électeurs dans ma circonscription et même tous les électeurs en France à s'unir afin qu'il y ait un vrai changement dans notre pays. Xavier Iacovelli, on voit que finalement les deux ministres, Frédéric Valletoux du côté de Fontainebleau, Franck Riester du côté de Coulommiers, sont certes en ballottage défavorable, mais résistent plutôt bien. Si on faisait des projections des européennes, il y avait de quoi être, entre guillemets, très inquiet pour eux. C'est l'ancrage local, vous pensez ? Oui, c'est des anciens maires, donc en fait ils ont cet ancrage local, ils connaissent les gens les connaissent, et donc avant d'être ministres, c'est avant tout des élus locaux, et donc ils n'ont pas à rougir de leur implantation et de leur relation avec les citoyens, et je pense que c'est ce que les citoyens attendent aussi, c'est d'avoir des élus, certes, qui les représentent au niveau national, mais qui puissent être aussi au contact quotidien avec eux, et je pense que à la fois M. Riester et M. Valletoux ont prouvé depuis des années que c'était des élus de terrain, et pourtant ce n'était pas forcément des élus qui venaient de ma famille politique d'origine. Pierre Bédier, si être élu local, c'était un atout décisif lors des élections législatives, ça irait beaucoup mieux chez Les Républicains. Incontestablement. Mais ceci étant, c'est vrai que dans ces affaires de désistement de deuxième tour, au-delà des triangulaires, des tactiques des uns et des autres, la qualité des candidats va jouer. Beaucoup. Et je pense d'ailleurs que ça sera un handicap pour le Rassemblement national parce qu'on ne sait pas qui sont leurs candidats finalement. On a reçu des professions de foi où il y avait la photo de Mme Le Pen et la photo de M. Bardella, mais on ne savait pas qui étaient les candidats. Il fallait rentrer dans le bureau de vote pour le savoir. Donc je crois que pour ce deuxième tour, les jeux sont plus ouverts qu'il n'y paraît, et en tout cas en particulier parce que cet ancrage local, cette dimension personnelle fait qu'il y a des gens de droite qui auront voté pour des gens de gauche dont ils estiment qu'ils font partie d'une gauche raisonnable. Malgré tout ce qu'on peut penser du président Macron, il y aura aussi des gens qui auront voté pour des candidats macronistes parce qu'ils les trouveront plus sympathiques et plus efficaces que d'autres. Un petit élément, William, je vous interromps. Stéphane Séjourné, à l'instant, le ministre des Affaires étrangères, candidat à Boulogne, dans les Hauts-de-Seine, annonce être en tête de ce premier tour. Il l'annonce à l'AFP avec 46% des suffrages. Madame Obono, je me tourne vers vous. Dans la circonscription de Frédéric Valletoux, c'est une candidate LFI qui va se retirer, si je comprends bien, alors qu'elle aurait pu se maintenir. Après, ce sont les électeurs qui décident. Comment ça va se passer cette semaine pour ces candidats qui se retirent? Est-ce qu'ils vont quand même essayer d'aller sur le terrain, parler à leurs électeurs orphelins? Écoutez, nous, d'abord, nous avons une campagne de deuxième tour à mener au niveau national, puisque, vous le savez, notre rassemblement, le Nouveau Front Populaire, arrive là en deuxième position au niveau national. Donc, pour nous, c'est ça. Et il y a beaucoup de circonscriptions où vous êtes en dans la très grande majorité des cas, nous avons une campagne de deuxième tour à mener et convaincre encore plus d'électeurs et d'électrices de l'importance et de l'enjeu, pas simplement pour battre le Rassemblement national et son programme délétère pour le pays, mais aussi pour pouvoir appliquer un autre programme, parce que je crois que c'est aussi de là-dessus qu'il s'agit, puisque si on est dans cette crise aujourd'hui, si au bout de 2 ans du deuxième mandat d'Emmanuel Macron, on arrive à une assemblée effectivement qui était soumise au 49.3 pour pouvoir passer des budgets, et où la situation sociale et économique est telle pour les Français et les Françaises, c'est d'abord parce qu'il y a des politiques qui ont été menées pour arriver à cela. Et je crois que l'enjeu de ce deuxième tour, c'est d'appeler à une nouvelle mobilisation. Elle est déjà importante, et pour donner aux Français et aux Françaises l'espoir de pouvoir changer leur vie au quotidien. Et c'est de ça je précise quand même que notre partenaire Ipsos Talent ne crédite pour l'instant le Nouveau Front Populaire que de 125 à 165 sièges, c'est-à-dire plus ou moins le nombre de députés de la NUP aujourd'hui. Oui, mais vous savez bien que les projections à partir du premier tour sont quand même un peu particulières. Aléatoires. Puisque, effectivement, il y a les très loin de la majorité à 289. Certes, mais voilà. Permettez que nous ayons comme objectif et surtout comme responsabilité de faire en sorte que le plus grand nombre de nos candidats et candidates qui seront au deuxième tour, qui seront face à l'extrême droite, les battent
et gagne parce que nous voulons appliquer un programme. Nous n'allons pas à l'élection simplement pour se faire plaisir ou pour avoir nos têtes sur des affiches ou des professions de foi. Et au-delà de la qualité de nos candidats et candidates, qui est extrêmement grande, nous voulons appliquer un programme pour changer la vie au quotidien, pour que les Français et les Françaises voient leurs revenus augmenter, pour que nous entamions une bifurcation écologique, pour que nous renouvelions et fassions vivre la démocratie. Tout ça, c'est à portée de voix si les Français et les Françaises Et on se est mobilisent. malgré tout, Madame Obono, obligé d'envisager l'hypothèse ce soir que personne n'ait la majorité absolue dans une semaine. Xavier Iacovelli, dans ce cas-là, on fait comment ? C'est une hypothèse qui est effectivement probable. En tout cas, nous, on fera en sorte que le Rassemblement national n'ait pas cette majorité. Mais moi, c'est pour ça que j'appelle aussi un peu à l'humilité des autres partis politiques et des autres groupes politiques, parce qu'il va falloir faire cet arc républicain, cette union nationale, pour faire en sorte d'avoir un gouvernement qui puisse être d'union nationale, mais surtout d'avoir un budget en fin d'année qui puisse être voté pour les Français. Moi, je pense aussi à toutes les aides, toute la solidarité nationale qui est nécessaire et qui passe avant tout par le vote d'un budget de la sécurité sociale ou d'un budget de l'État. Et donc, oui, il nous faut absolument une majorité large et une majorité qui sera, à mon sens, d'union nationale. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Alors, on va se tourner vers Carla Carrasquera. Carla, je crois que vous avez 2 nouveaux résultats à nous communiquer. Oui, Marlène, toujours en Seine-et-Marne, dans la 6e circonscription. Ce sera encore une triangulaire. La députée sortante du Rassemblement national, Béatrice Rouleau, remporte 40,8% des voix. Elle devance Amal Bentoussi de la France Insoumise, 30,2% des suffrages. Et le LR Régis Sarrazin se maintient avec 26,7% des voix. Dans la 11e circonscription, le député sortant Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste, est réélu dès le premier tour avec 53,4% des voix. Merci Carla. Et on va tout de suite reprendre la direction de Montgeron dans l'Essonne, retrouver Gaël Darangos. Gaël, pour des résultats partiel. Ah non, vous êtes à hier, pardon, c'est moi qui me trompe. Vous avez changé de localisation au cours de la soirée. Vous avez rejoint le fief de Nicolas Dupont-Aignan pour nous donner des résultats partiels. Absolument, résultat partiel, et c'est important de le noter, on n'a pas encore les résultats de cette ville de hier qui est le fief de Nicolas Dupont-Aignan. Pour le moment, Béranger Cernon, le candidat du Front populaire, serait en tête, et c'est une surprise, avec près de 33% des voix. En deuxième position, on retrouve donc Nicolas Dupont-Aignan avec environ 30% des voix, mais je le rappelle, n'ont pas encore été pris en compte les bureaux de vote de hier, qui est le fief du candidat de Debout la France. Et en troisième position, on retrouve François Durovray avec 24,7% des voix. Il est clairement décroché. Au vu de la participation, les 3 candidats devraient se retrouver la semaine prochaine, dimanche prochain, lors d'une triangulaire. Et on attend dans quelques minutes un communiqué de presse de la part de François Durovray qui devait prendre une position par rapport à la semaine prochaine. Merci Gaël Darangos. Philippe Fontana, je vous ai entendu vous revendiquer du gaullisme tout à l'heure. C'est également le cas de Nicolas Dupont-Aignan qui a rejoint ou s'est rapproché du Rassemblement national il y a des années déjà. Vous dites qu'il a eu raison avant tout le monde, avant tous les autres gaullistes ? Il m'a soutenu. Quelle est la caractéristique du mouvement gaulliste ? L'indépendance de la France et la souveraineté de la nation. Et la lutte contre l'extrême droite. Non, pas du tout. Je vais vous dire. C'est un peu cocasse, d'ailleurs. C'est toujours la même chose. Le mot valise. L'extrême droite. Qu'est-ce que l'extrême droite aujourd'hui ? C'est le Conseil d'État qui l'a défini. Pardonnez-moi. Moi, non, mais ne m'interrompez pas. N'utilisez pas des arguments juridiques que vous ne semblez pas bien maîtriser. La question est la suivante. Qu'est-ce qu'on doit faire pour lutter contre l'immigration ? Qu'est-ce qu'on doit faire pour lutter contre l'abaissement de l'État ? Qu'est-ce qu'on doit faire pour lutter contre la déliquescence de la nation? Certains veulent la remplacer par une juxtaposition de communautés. Moi, j'ai lu avec attention le programme du Front de gauche. Et l'ancien ministre Pierre Bédier rappelait que certains candidats du Rassemblement national n'étaient peut-être pas très connus, n'étaient peut-être pas très experts. Bon, vous savez que j'ai écrit un bouquin sur le dévoiement du droit d'asile, et il y a très peu, voire aucun demandeur d'asile en France qui est accepté sur la question du climat. Or, avec le programme du Front populaire, eh bien,
la France pourrait accueillir des réfugiés climatiques, sachant qu'en 2022, il y a eu 32 millions de personnes qui ont été déplacées. Vous imaginez quelle serait la situation dans notre pays? Là, actuellement, il y a par exemple 8600 Bangladais qui ont demandé l'asile, quasiment aucun ne l'a eu. Avec le Front populaire, il y aurait des centaines de milliers, voire des millions de personnes sur le droit qui obtiendraient l'asile. Sur le droit d'asile, Madame Obono, s'il vous plaît. Réfugiés aussi, tant que vous y êtes. Franchement, Madame Obono, je vais vous laisser l'exemple répondre sur le droit d'asile, mais on parlait de gaullisme. Je vais donner la parole à Pierre Bédier, s'il vous plaît. Votre point de vue, Monsieur Fontana, se réclame du gaullisme. Ça vous paraît logique? Oui, parce que tout le monde se réclame aujourd'hui du gaullisme. Donc je n'en connais pas qui ne s'en réclament pas. Donc le gaullisme, d'abord, laissons le général où il est. Le gaullisme, avant toute chose, est un humanisme. Pour ceux qui l'ont oublié, quand vous allez à Colombey-les-Deux-Églises, vous avez sur cette magnifique croix de Lorraine, cette magnifique phrase, « La seule querelle qui va, c'est celle de l'homme ». Et donc, parce que c'est un humanisme, il ne peut pas se retrouver dans les extrémismes. Qu'il soit d'extrême droite, d'extrême gauche, il est certainement pas centriste. Le gaullisme croit à la souveraineté nationale, mais une nation qui est un creuset, une nation qui recouvre, qui regroupe toutes les personnes. Dois-je rappeler que la France libre, ça va vous faire plaisir, chère Madame Obono, la France libre a eu sa première capitale à Brazzaville. Donc le gaullisme ne peut pas être un racisme, le gaullisme est obligé d'intégrer cette dimension très ouverte de l'humanité. Universel, mais on va rester en Ile-de-France. Madame Obono, une réponse sur le droit d'asile. Monsieur Fontana disait, vous voulez des réfugiés climatiques, ça fait, entre guillemets, beaucoup de monde. Hein, c'est ce que vous sous-entendez. Permettez quand même que je rebondisse, parce que, effectivement, moi, je ne me réclame pas du gaullisme, c'est pas du tout ma famille politique, mais vous avez évoqué le fait que, oui, au moment où la France en a eu besoin, ce sont des anciens colonisés, des colonisés, des troupes venues de l'Afrique équatoriale française, de l'Afrique ouest française, du Maghreb, des 4 coins du monde qui se sont mobilisés. Moi, il y a quelques jours, j'étais avant la dissolution, au 80e anniversaire du débarquement de Normandie. C'est aussi un rappel de cette histoire qui rappelle que c'est du reste du monde que les descendants de celles et ceux que vous traitez de si haut et que vous méprisez, qui ont aidé à sauver la France contre les ancêtres politiques. Madame Obono, je vais vous faire une confidence. Je vais vous faire une confidence importante. Je préfère largement Joséphine Baker à vous-même. Et je préfère largement la figure de Félix Eboué à tous ceux que vous voulez cantonner dans leur communauté d'origine. Je suis contre le racisme. Vous voulez maintenir les personnes d'origine étrangère dans leurs conditions. Rapidement, Madame Obono, rapidement. Aucune des personnes que vous venez de citer ne vous préfère à qui que ce soit. Par ailleurs. Et donc, vous je vais terminer là-dessus. Est-ce que vous vous souvenez de Félix Eboué, madame? Je vais terminer là-dessus. Félix Eboué. Je vais terminer là-dessus. Vous permettez? Parlez-moi de Félix Eboué. Non, je ne vous parle pas. Non, s'il vous plaît, soyons dans le concret. Soyons dans le concret. Monsieur Bédier Savour, Monsieur Bédier qui est un vrai gaulliste comme moi, Savour. S'il vous plaît, soyons dans le concret, dans le très concret, Madame Obono. Monsieur Bédier Savour. Rapidement. Concrètement, la réponse de ce candidat d'extrême droite montre à quel point ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Vous parlez de quel candidat On va éviter de s'interrompre. Oui, je sais pour pas. qu'on comprenne un petit peu les uns et les autres. Ils n'ont rien compris de la question du changement climatique, parce que, par ailleurs, c'est une question qui nous touche déjà et qui va avoir des conséquences, effectivement, dans les déplacements à travers le monde. Mais ces déplacements ne vont pas arriver comme un envahissement ou je ne sais quel grand remplacement en France ou en Europe, parce que la majorité de ces déplacements concernent les pays limitrophes des pays concernés par ce genre de situation. Et donc oui, nous le disons, non, la France n'accueille pas toute la misère du monde, ni l'Europe, mais les personnes qui arrivent après des parcours d'une violence, d'une souffrance extrême aux portes de notre pays doivent être accueillies dignement. Et on doit leur accorder le droit d'asile et des conditions de vie dignes, des papiers, quand elles et ils travaillent en France, participent à l'activité de notre pays, sont y compris un apport positif à notre pays. Et oui, nous assumons cet humanisme et de considérer que les personnes étrangères ne sont pas a priori des menaces, des dangers. Au contraire, alors, notre pays est aussi un pays d'immigration et nous sommes fiers de cette histoire. Alors on va poursuivre dans un instant cette discussion, puisque cette soirée elle se passe sur ce plateau, elle se passe aussi dans les QG des différents candidats, mais nous sommes aussi
en direct de la place de la République, où le nouveau Front populaire a appelé ce soir un grand rassemblement. Antoine Delcourt est là-bas pour nous depuis le début de la soirée. Et vous me disiez, Antoine, qu'il y a de plus en plus de monde, parce qu'on approche de l'heure des prises de parole, justement. Oui, effectivement, ces prises de parole de responsables politiques de ce front de gauche, de ce front populaire, en fait, devaient se dérouler à partir de 22h30. On les attend toujours ici sur cette place de la République, depuis cette estrade qui a été dressée derrière moi à quelques centaines de mètres d'ici. Alors peut-être que vous la voyez pas, vu le monde vraiment autour de nous, vous le disiez, des milliers, au moins des milliers de sympathisants ou de militants de gauche qui ont assisté aux résultats du premier tour tout à l'heure ici aux alentours de 20h et qui se sont réunis au fur et à mesure. Alors on a pu discuter avec certains d'entre eux, beaucoup de regrets, d'amertume après ces résultats du premier tour avec le RN en tête, et beaucoup nous disaient leur espoir aussi, leur espoir de voir un sursaut républicain avec peut-être le camp macroniste appelé à voter pour eux au second tour. Rien n'est moins sûr, mais en tout cas c'était vraiment leur souhait ici. Cette image de la place de la République, en tout cas encore une fois noire de monde, est assez impressionnante ce soir, avec une bonne ambiance. D'ailleurs, concernant le risque d'éventuel débordement, il n'y a pas d'informations particulières en ce sens. L'ambiance, encore une fois ici, est plutôt bonne. Nous avons vu autour de nous quand même un important dispositif policier, et certains commerçants autour de cette place de la République tout à l'heure se sont barricadés, peut-être avec des planches de bois, pour parer d'éventuels débordements. Mais jusqu'à présent, aucun débordement n'a eu lieu ici. Merci Antoine Delcourt. Alors je me tourne vers Xavier Iacovelli qui doit nous quitter dans quelques minutes. L'enjeu pour vous de ce deuxième tour maintenant, c'est quoi? C'est une plus grande mobilisation, si on peut en avoir encore plus qu'au premier tour qui était déjà historique, une grande mobilisation pour dire non à l'extrême droite, pour faire blocage et barrage au Rassemblement national et faire en sorte que cet arc républicain puisse avoir un budget, puisse travailler pour la France, pour l'intérêt. Vous savez, moi, je me suis engagé en politique le 21 avril 2002, donc en fait, j'ai construit mon engagement politique dans les barrages républicains. Ça n'a pas toujours fonctionné, et espérons que cette fois-ci, ça sera vraiment, ça fonctionnera et que ça sera vraiment que les Français auront compris l'enjeu de ces élections pour le second tour. Merci en tout cas Xavier Iacovelli d'être passé nous voir. Je vous libère, je sais que vous êtes attendu chez nos confrères et voisins de France Info. C'est 2 étages au-dessus, ça va aller très vite. Merci à vous. Merci. Et je souhaiterais qu'on continue la discussion sur cette hypothèse que personne ne peut exclure. Xavier Iacovelli est le seul à avoir répondu, celle que personne n'est la majorité absolue dans une semaine. Pierre Bédier, que faut-il faire dans ce cas-là ? Je souhaite bien du courage au président de la République, parce qu'il faut d'abord nommer un Premier ministre, et il faut que ce Premier ministre, même s'il ne pose pas la question de confiance, au moins résiste aux premiers assauts qui peuvent être les motions de censure. Il faut essayer de tenir un an avant de refaire une dissolution. Donc, d'où l'importance, si je peux faire passer ce petit message, de bien choisir les candidats pour qui on vote au deuxième tour. Il faut prendre des gens qui vont être capables de tricoter des compromis. Parce que moi, je considère, au risque de me fâcher avec les 2 personnes qui restent, que les programmes de l'un et de l'autre sont totalement délirants. Moi, je rêve de candidats qui arrêtent de dépenser des dizaines et des centaines de milliards que nous n'avons plus. L'heure est à faire des économies. Alors, c'est pas glamour, mais c'est une nécessité absolue. Et donc, il faut que des gens raisonnables se mettent autour de la table. Le budget 2025, il est impossible à tenir. Il va falloir des coupes sombres, qu'on le veuille ou pas. Et donc, il faut essayer de faire des coupes qui soient justes, des coupes qui soient respectueuses des solidarités qui font partie de l'idéal républicain, mais qui soient aussi réalistes. Nous n'avons plus les moyens que nous avions. Et on va s'interrompre quelques secondes pour retourner du côté de Neuilly, retrouver Julie Jacquard. Julie, vous avez à vos côtés Constance Le Grip, la députée sortante. Et oui, la députée sortante de la majorité présidentielle qui pourrait améliorer son score de 10 points par rapport à 2022, même si on n'a pour l'instant que des résultats partiels. Mais on est dans une circonscription où la droite était partie en ordre dispersé. Bonsoir Constance Le Grip. Bonsoir. Vous vous attendiez à un tel résultat ce soir ?
Comment vous dire les choses sincèrement et simplement non, pas avec cet étiage-là. Moi, je suis tout d'abord désireuse de remercier du fond du cœur toutes les électrices et tous les électeurs qui ont voté pour moi, qui m'ont fait confiance, qui ont cru en moi, qui ont vu ce que j'avais fait depuis plusieurs années maintenant comme députée et qui ont compris que je voulais continuer à les servir et à servir certaines causes et certains engagements. Après, le message que je portais était assez clair avec le maire de Neuilly-sur-Seine, Jean-Christophe Fromentin. Nous avions décidé d'aller au-devant des électeurs et des électrices de cette circonscription, pas seulement les électeurs de Neuilly, en portant un message de rassemblement, de concorde, d'apaisement, un rassemblement de toutes les femmes et de tous les hommes de bonne volonté, républicains et démocrates sincères, pour rejeter les démagogies, les populismes et les extrémismes de tous bords. Alors, d'après ces résultats qui sont, je le redis, partiels, vous auriez 46,31% des voix, loin devant Geoffroy Didier, le candidat des Républicains, qui a 18,81%, et Alexis Pani, 17,24%. On s'orienterait vers une triangulaire, mais vous êtes plutôt confiante rapidement? Alors, je ne sais pas encore si on s'oriente vers une triangulaire, parce que vous le savez, il faut avoir recueilli 12,5% des inscrits pour pouvoir participer à une triangulaire, se maintenir au second tour. Donc à l'heure où nous parlons, je ne sais pas encore cela, mais très franchement, je vire très largement en tête en ce soir du premier tour. J'ai un vent portant qui me pousse et je ne doute pas d'arriver à convaincre toujours et encore les électeurs et les électrices de ma circonscription. Eh ben, merci beaucoup, Constance Legris. Merci Julie, à vous et à votre invité. On va revenir maintenant à Paris, dans la 7e circonscription. Retrouver Florent Carrière. Florent, vous avez déménagé entre le début de cette soirée et maintenant vous étiez à la mairie du 11e. Maintenant vous êtes devant le QG de Clément Beaune, l'ancien ministre des Transports, dont on attend toujours la prise de parole. Oui, on attend cette prise de parole depuis 22h. Écoutez, Marlène, on vient de l'apprendre, il n'y aura pas de déclaration de Clément Beaune ce soir. De la même façon, cette prise de parole devait se faire dans ce QG. On nous annonçait une nouvelle adresse. Et puis, voilà, l'information est tombée il y a quelques minutes. Pas de prise de parole de Clément Beaune ce soir. Du côté du socialiste Emmanuel Grégoire, pas de prise de parole non plus avant 23h. Ce qui se joue ici, en fait, dans cette circonscription, c'est est-ce que le match est plié dès le premier tour? Est-ce que Emmanuel Grégoire est élu dès ce soir député de la 7e circonscription de Paris? Du côté de Clément Beaune, on nous dit que pour l'heure, les résultats sont tellement incertains qu'il est impossible de tirer des conclusions. Cette circonscription est une circonscription à gauche où les listes de la gauche sont arrivées à 57% des voix aux élections européennes. C'est une circonscription qui avait été remportée par le camp présidentiel en 2017, sauvée de justesse en 2022 et qui est donc en passe de revenir dans le giron de la gauche, soit ce soir, soit dimanche prochain. Merci Florent Carrière. Daniel Obono, je vous voyais sur votre téléphone. Vous êtes également candidate à Paris, une circonscription à cheval sur les 18 et 19e arrondissements, je crois. Est-ce que vous avez des nouvelles? Non, parce que les dépouillements ne sont pas terminés. Ça avait beaucoup de temps. Un petit peu de temps. Mais bon, voilà, il y a des premières estimations qui ont l'air positives. Mais on va attendre que les résultats soit alors, c'est pas grave. J'ai quand même une question pour vous. Je souhaiterais vraiment que tout le monde réponde honnêtement à ces questions. S'il n'y a pas de majorité absolue dimanche prochain, je sais que vous allez me dire que la gauche peut encore gagner, mais si ce n'était pas le cas, qu'est-ce qu'on fait? Écoutez, ça va dépendre d'abord du vote. Et vous permettez que je le redise, parce que moi, je suis mobilisée pour faire en sorte que le maximum de nos candidats et candidates soient élus. Et je crois au programme, même si vous objectez sur un certain nombre de points, mais c'est précisément de ça qui va être question en fait. Qu'est-ce qui a été fait ces 7 dernières années? Les mêmes recettes, en disant à chaque fois que on dépense trop et en même temps on fait un certain nombre de cadeaux fiscaux toujours aux mêmes, etc. Et résultat, les Français et les Françaises sont dans des situations sociales, économiques extrêmement difficiles, ce qui peut expliquer, y compris une partie... oui, mais aujourd'hui, votre adversaire maintenant, c'est le Rassemblement national. Vous le dites lui-même. Est-ce que des arguments contre le gouvernement, c'est utile dans ce contexte? Non. Ce que j'explique, c'est
que les mêmes recettes risquent d'amener au même problème, quelle que soit la majorité qui se dégage, sauf si c'est effectivement une majorité qui porte un programme de rupture et de changement. L'extrême droite, et on l'a vu depuis les quelques jours, détricote son propre programme, ne veut plus rien faire du peu de social qu'il y avait, parce qu'en fait, ils vont faire une politique de droite. Voilà, tout simplement. Et il faut en finir avec cela. Et donc, la question, ça va se jouer. Et je pense qu'avec la participation qu'on a eue, les électeurs et les électrices se rendent compte qu'ils ont la capacité, effectivement, de faire basculer le pays soit vers le pire, et moi je pense que l'extrême droite c'est le pire, sur tous les domaines, sur toutes les questions, vous l'avez entendu, stigmatiser les étrangers, n'en avoir rien à faire du changement climatique, pointer du doigt toujours les mêmes, diviser encore plus notre pays, ou alors une alternative de changement dans le sens de l'intérêt général et pour le bien commun de tous et toutes. Et donc, moi, c'est ça mon objectif. Ensuite, dans des cas où il n'y a pas de majorité, eh bien, il faudra faire effectivement les coalitions qui soient nécessaires, mais sur la base de quoi? Sur la base d'un programme à mettre en œuvre. Et nous, c'est ce que nous mettons dans la discussion. C'est pas une question d'appareil, c'est une question de quelles mesures on sera en capacité de mettre en œuvre pour changer la vie des Français et des Françaises. Alors, Daniel Obono, Philippe Fontana surtout. On va aller maintenant en Seine-et-Marne, chez vous, ou dans votre peut-être future circonscription à Coulommiers. Farid Benbekay et Florie Castin ont suivi la soirée là-bas pour nous. Je rappelle que c'est vous, pour le Rassemblement national, qui arrivez en tête et devancez le député sortant, le ministre Franck Riester. On voit tout de suite le reportage. À Coulommiers, Franck Riester était ce soir aux abonnés absents. Devancé par le candidat RN sur ses propres terres, le député sortant avait pourtant mobilisé ses soutiens pour ces élections législatives. Pour moi, dans le territoire, ils ont fait beaucoup de choses, surtout Patricia qui était élue, et ils ont fait beaucoup de choses pour nous dans le territoire. Les autres, on ne sait pas. Et vu le contexte actuel, je pense qu'ils ont payé ce qui se passe au niveau national. Je pense qu'ils ont fait un excellent travail depuis 6 ans qu'ils sont aux commandes. Donc... Après, les autres, on verra ce qu'ils feront. Hein. On jugera sur pied. Dans cette 5e circonscription de Seine-et-Marne, une triangulaire se dessine, car la candidate du nouveau Front populaire, arrivée 3e, a obtenu un peu plus de 26% des voix. Reste désormais à savoir si elle retirera sa candidature pour faire barrage au Rassemblement national. Le travail, il a été collectif pendant toute la campagne, et j'ai envie de garder ce collectif-là, et notre décision, elle sera aussi collective. Pour le moment, il n'y a pas de décision de prise. On va en discuter entre nous, voir où est-ce qu'on se place, est-ce qu'on reste, est-ce qu'on reste pas. On verra. Lors des dernières législatives en 2022, Franck Riester était arrivé en tête au premier tour avec un peu plus de 29% des voix, juste devant le Rassemblement national et ses 25%. Et cette fois-ci, c'est vous, Philippe Fontana, qui est arrivé en tête avec 41% des voix ce soir environ. Votre réaction à ce reportage et à ce que dit la candidate LFI qui ne confirme pas qu'elle va se désister? Écoutez, on verra si elle prend les ordres de Mélenchon et de son parti qui est quand même réputé pour son caractère stalinien. Dès que Rachel Garrido fait peur au leader Maximo, puisqu'il adore le modèle... Raquel, pardonnez-moi. C'est pas une question de respect. Raquel Garrido, qui est un confrère. Et dès qu'il y a la moindre ligne subversive, dissidente dans son pays, dans son... Je vous donne la parole, Madame Obono. Bon, moi, ce qui me préoccupe ce soir, c'est que vous posiez la question, qu'est-ce qui va se passer s'il y a encore une majorité relative? Eh bien, ça va continuer comme depuis 2022. Le pays va droit vers l'abîme, ne serait-ce que par une dépense publique de plus en plus forte. En 2012, déjà, François Fillon disait que la France était en faillite. Voilà, s'il n'y avait pas de majorité... Mais ça va continuer comme ça. La majorité actuelle a un passif. Vous imaginez que la Commission européenne a lancé, alors que nous avons 5,5% de déficit budgétaire, a lancé déjà pas votre souhait et vous croyez vraiment une procédure. William, on va s'interrompre parce qu'une invitée nous attend en duplex et on a la politesse de ne pas faire attendre trop longtemps nos invités non plus. Quand ils sont à distance, on va rejoindre Céline Cabral dans le Val-de-Marne. Céline, vous êtes avec la députée sortante Rachel Keke.
Oui, absolument, Marlène. Et les résultats définitifs de la 7e circonscription du Val-de-Marne viennent d'être communiqués à l'instant même par la maire de Chevilly-Larue. Rachel Ketke, la députée sortante LFI Nouveau Front Populaire, arrive ici en tête avec 43% des voix. Elle est suivie par Vincent Jeanbrun, le candidat Les Républicains, avec 34% des voix. Le Rassemblement national rassemble 18% des suffrages. Seuls 2 candidats seront en lice pour le second tour. Rachel Ketke, bonsoir. Une réaction à ces résultats? Bonsoir. De votre antenne pour remercier les électrices, les électeurs qui ont gagné pour moi, qui ont eu confiance en moi. Moi, je les remercie beaucoup. Mais ça n'a pas fini. Je vais au deuxième tour et j'attends le 7. Ah, manifestement, c'est dommage. Nous avons un problème de liaison. On va écouter tout de suite la réaction d'Alexis Corbière en Seine-Saint-Denis, la circonscription de Montreuil-Bagnolet. Alexis Corbière qui annonçait tout à l'heure être contraint à un second tour alors qu'il avait été réélu dès le premier tour en 2022 à cause... on le sait, Alexis Corbière évincé par LFI. On l'écoute tout de suite. Tous mes amis qui ont participé au dépouillement, qui ont recollé les choses, disent que je suis en tête, c'est net. Voilà. Et je serai évidemment candidat dans la semaine qui vient. Et un message, j'en dirai pas plus, que c'est ce débat fratricide, ce duel fratricide, qui a tant mobilisé d'énergie alors qu'il y avait besoin d'en mobiliser dans des circonscriptions d'extrême droite. On va revenir sur Rachel Ketke. Elle a peu pu s'exprimer. Alors, Daniel Obono, vous allez peut-être le faire pour elle. C'était un symbole il y a 2 ans. Aujourd'hui, c'est une femme politique. Oui, mais je ne me permettrai pas de parler à la place de Rachel Ketke. Mais j'appelle tous les électeurs et électrices de cette circonscription à se mobiliser encore plus pour la faire réélire parce que c'est une excellente députée. Et effectivement, c'est un symbole de beaucoup de choses. C'est une ancienne femme de ménage qui a mené une grève pendant plusieurs mois et qui, avec ses collègues, l'a gagnée. Et donc, c'est une ouvrière, une femme du quotidien qui a montré que la lutte paye. Et je pense qu'elle fera encore une excellente députée dans cette circonscription. Donc, mobilisez-vous pour la faire réélire. Alors, il est bientôt 23h, on va devoir se quitter. William, on n'a pas encore le tableau complet, évidemment. Mais déjà, que peut-on retenir de ce premier tour et quelles perspectives pour dimanche prochain? On voit que le RN pousse fort en Seine-et-Marne, notamment en ballottage favorable dans 7 des 11 circonscriptions du département. Ce sera sans doute le cas, peut-être dans une moindre mesure. Les résultats tardent un peu à nous remonter dans les autres départements de Grande Couronne. À l'évidence, pour obtenir une majorité absolue dimanche prochain, la capacité du Rassemblement national à emporter un nombre conséquent de circonscriptions dans notre région sera significatif. On verra dès demain ce qu'il en est concrètement d'éventuels désistements évoqués ce soir. Il y a les consignes des partis et puis après, il y a le choix de chaque candidat. Et dans les circonscriptions où c'est un duel classique qui se profile, les électeurs dont le candidat est éliminé ou dont le candidat se retire sont souvent ces électeurs des faiseurs de rois, faiseurs de députés, en tout cas au second tour. Un choix par défaut, parfois guidé par la peur de tel ou tel parti, mais un choix capital. Marlène, verdict dans 7 jours. Merci William, merci à tous nos invités, merci à vous surtout de nous avoir suivis. Carla, on vous retrouve demain dès midi, je le dis bien, pour une édition spéciale avec tous les résultats dans notre région. Résultats et reportages qui seront mis en ligne aussi cette nuit sur notre site internet. Je vous souhaite à tous une très belle fin de soirée.